Bonsoir et merci d'être avec nous comme chaque lundi pour l'indice politique sur LCP. Bonsoir Alexis Corbière. Bonsoir. Vous êtes sur ce plateau. Je ne suis pas seul pour vous interroger ce soir. Dommage. Vous les voyez en face de moi. Lauriane Tout-le-Monde, bonsoir, de Radio Classique. Bonsoir Clément Méric de LCP. Bonsoir. Bonsoir Gaël Mac de Challenge. Bonsoir. Ravi de vous retrouver tous et ravi de vous retrouver aussi Hugo Couturier, Hugo Perchoir sur la chaîne Twitch LCP Assemblée Nationale sur laquelle vous pouvez intervenir tout au long de cette émission. Avec vous Alexis Corbière, on va bien sûr évoquer le budget 2026, j'en parlais tout à l'heure. Y a-t-il des économies à faire ou y a-t-il d'autres sources de financement à trouver? Lesquelles, à part la taxe Zuckman, dont on a parlé? La gauche, combien de divisions sont-elles insurmontables? On se souvient que vous avez rompu avec Jean-Luc Mélenchon et créé un nouveau mouvement baptisé l'Après. Et tout à l'heure, un invité nous rejoindra en fin d'émission pour parler avec vous de sécurité. La délinquance qui explose, les narcotrafics, les influences étrangères, c'est ce qui, aux yeux de Thibault de Montbrial, qui nous rejoindra sur le plateau, fait que la France s'expose au désordre. Et il débattra de cela avec vous tout à l'heure. Mais d'abord, on va parler d'un ancien président de la République qui va aller en prison demain. C'est du jamais vu. Il sera incarcéré à la prison de la Santé dans le quartier réservé aux personnalités à l'égard des autres détenus. Nicolas Sarkozy va donc être incarcéré un mois après sa condamnation à 5 ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs dans le cadre du financement illégal de sa campagne de 2007 qui aurait été financée par des fonds libyens. Ses avocats vont déposer une demande de remise en liberté. On a appris aujourd'hui que Nicolas Sarkozy avait été reçu en tête-à-tête vendredi à l'Élysée par Emmanuel Macron. Et ce matin, sur France Inter, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a indiqué qu'il ira personnellement lui rendre visite. J'irai le voir d'ailleurs en prison. Comme garde des Sceaux, j'irai m'inquiéter. Vous irez voir Nicolas Sarkozy en prison? Je m'inquiéterai de ses conditions de sécurité si Nicolas Sarkozy demain... Est-ce que vous irez le voir au parloir pour discuter avec lui comme vous êtes allé dans son bureau? Le ministre de la Justice peut aller voir n'importe quelle prison et n'importe quel détenu quand il le souhaite. C'est parce qu'il doit garantir le bon fonctionnement du service public comme je le fais. C'est quoi? Vous n'y allez pas spécialement pour d'autres? J'y vais 3 fois par semaine. Alexis Corbière, Gérald Darmanin ira voir donc Nicolas Sarkozy en prison. C'est normal pour vous? C'est peut-être lié au rang aussi de Nicolas Sarkozy, ancien président de la République. Écoutez, je vais répondre à votre question en reprenant mon bâton de pèlerin dans ce sujet que je porte. Il faut que nous rentrions dans une nouvelle époque de l'abolition de la monarchie présidentielle. Il faut sortir de notre vie politique cette idée qu'il y aurait un statut particulier pour des gens, un élu particulier, le président de la République, qui serait une personne sacrée, dotée de nombreux pouvoirs. C'est un des sujets d'ailleurs auxquels nous avons été confrontés et auxquels encore on est confrontés. Je pense que le président de la République abuse des pouvoirs de la Ve République pour maintenir M. Lecornu. On y reviendra. Et là, c'est quand même singulier que quand la justice passe, d'un seul coup, on a l'impression que ce n'est pas un citoyen comme un autre, c'est quelqu'un de très particulier, un personnage sacré, qui devrait amener quand même à ce que le ministre de la Justice aille lui rendre visite. Alors, pourquoi pas, mais je veux dire, combien, vous savez, dans ma circonscription en Seine-Saint-Denis, de gens vont en prison? Alors, pourquoi pas, vous dites quand même? Pardon? Vous dites quand même, pourquoi pas? Non, ça me choque. Ça me choque parce que M. Darmanin, quoi qu'il en dise, ne se rend pas dans les prisons de France pour aller visiter la situation dans laquelle les gens sont détenus. Nous sommes une situation de surpopulation carcérale, vous le savez sans doute. Et lui aussi, Gérald Darmanin. Oui, d'accord, mais enfin, quand moi j'ai des habitants de ma circonscription, des jeunes gens, souvent face auxquels la justice est sévère en vérité. Car ce qu'on découvre, c'est que la justice, contrairement au discours porté par certaines familles politiques, notamment celle de M. Sarkozy, la justice n'est pas laxiste, elle est sévère. Ce qui amène à ce que M. Sarkozy aujourd'hui est en prison, c'est des choses graves. Une fois que j'ai dit ça, moi, sur le plan personnel, je prends aucun plaisir à voir les gens en prison, même si j'ai une opinion, vous en doutez, sur M. Sarkozy, et je peux comprendre... Enfin, je vois des gens qui lui sont très proches, qui s'indignent, mais là, on est en train, en quelque sorte, d'avoir quelque chose, une attitude qui n'est pas républicaine, dans le sens où... Sauf qu'Emmanuel Macron, lui, il dit que c'est normal de recevoir ce Nicolas Sarkozy à l'Élysée en tant qu'ancien président de la République. Non, mais on a bien compris, là, il ne le reçoit pas en tant qu'ancien président de la République, il le reçoit à la veille de l'entrée d'un ancien président de la République en détention, pour envoyer le signal, en quelque sorte, que c'est quelqu'un de très important. Enfin, je veux dire, on comprend bien que là, il y a un abus de pouvoir présidentiel. Monsieur Macron ne devrait pas... Dans cette affaire, il y a un abus de pouvoir présidentiel. Bien sûr, qu'est-ce que c'est que vous savez quoi? C'est malgré tout une pression qui était exercée vis-à-vis de la justice. C'est une pression qui est exercée vis-à-vis des gardiens en disant, lui, il a un statut particulier, surveillez-le, alors que bien sûr, il doit être surveillé de manière particulière, cela va de soi, car il est hors de question que M. Sarkozy ait le moindre ennui en prison, mais ce que je souhaite, ce que voient des milliers de nos concitoyens, c'est que le statut, la situation n'est pas la même. Cependant, un ancien président de la République en prison, je disais, c'est inédit. Sous notre 5e République, c'est inédit tout court. Ça prouve que la justice est indépendante. Voilà. Non, mais moi, je le prends comme ça. Félicitons-nous.
c'est plutôt pas mal. Oui, mais enfin, je veux dire, que la justice soit indépendante, on peut discuter d'ailleurs qu'elle manque de moyens, qu'elle est souvent par ailleurs, ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite, hein, on doit pouvoir garder le droit de la critiquer, et j'observe que bien souvent, il y a une dimension, vous me permettez l'expression un peu triviale, une justice de classe parfois. Les personnes modestes sont particulièrement condamnées, la justice est rude, mais là, on a affaire à quelque chose dans lequel qui a pris énormément de temps, qu'on ne se raconte pas, vous savez, c'est pas de la justice expéditive, ça a pris énormément de temps, c'est un dossier qui date, attendez, de fait avant même que M. Sarkozy soit président de la République. Oui, c'est de 2006, nous sommes en 2025, ça va faire 19 ans que cette affaire existe. Il faut féliciter la presse aussi, nombre de journalistes qui ont enquêté longuement, dans des conditions très difficiles, et la justice... Mediapart en particulier. Et Mediapart en particulier, et Fabrice Arfi en tout particulier, par exemple. Juste, ça repose quand même la question de l'exécution provisoire, qui concerne aussi, dans une autre affaire, Marine Le Pen, et qui s'applique avant que les recours de justice soient tous épuisés. Pour vous, est-ce qu'il faut revoir la loi sur l'exécution provisoire ? Et on peut discuter de cette affaire, mais moi je trouve scandaleux qu'on en discute lorsque c'est Madame Le Pen ou Monsieur Sarkozy. Mais non, mais sur le fond, est-ce qu'il faut revoir mais sur le fond, moi ce que j'observe, là encore comme élu de Seine-Saint-Denis, c'est combien de familles viennent me voir avec des gens qui partent en prison avant même d'être jugés. J'aurais dû réviser mes chiffres. Combien de gens sont actuellement dans des centres pénitentiaires qui ne sont même pas jugés, d'accord ? Donc ça devrait nous indigner. Et moi je n'accepte pas l'idée que quand c'est des puissants qui se retrouvent face à la justice, d'un seul coup, on en vient soit à la mettre en cause, parce que j'ai vu quand même des gens, y compris M. Sarkozy lui-même, avoir des paroles quand même qui ne sont pas acceptables de la part d'un ancien président de la République. Et on voit bien comment se déroule un tapis rouge d'un seul coup de personnalités qui viennent dire « celui-là, il est des nôtres, c'est notre ami, donc on est quand même choqué qu'il aille en prison et on ira le voir pour vérifier que ça se passe bien. » Ce qu'ils ne font pas pour le commun des mortels. C'est un principe révolutionnaire fondamental. Libre et égaux en droit. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Et vous êtes allé vite sur un sujet, c'est qu'il est temps d'en finir avec la fonction présidentielle. Car ce qui nous rend fous dans cette histoire, c'est l'idée qu'un ancien président de la République arrive là. Je crois que ça doit être utilisé, et j'en conclus, pédagogiquement à l'inverse, de dire faut arrêter cette fonction sacrée, héritée en 58 d'un moment particulier, d'un coup de force sur nos institutions, avec un personnage particulier qui était le général de Gaulle. Mais cette 5e République, elle pourrit. Il est temps de passer une 6e République parlementaire où on n'aura plus des personnages comme ça à dimension sacrée. On va parler d'une autre institution. Vous avez remarqué, vous le savez, le Louvre est fermé jusqu'à mercredi. La décision a été prise après le vol incroyable hier matin en plein jour face à la Seine, une rue passante, dans la galerie Apollon. En quelques minutes, 8 pièces d'une valeur patrimoniale inestimable ont été dérobées par 4 malfaiteurs, notamment le diadème d'Eugénie qui compte près de 2000 diamants, et puis d'autres colliers de saphir, de diamants, du travail d'orfèvre, pourrait-on dire, en tout cas de malfaiteurs bien organisés. Ces cambriolages sont devenus une affaire politique. Et, avant d'aller plus loin avec mes confrères et consoeurs, le nouveau président de votre commission des affaires culturelles et de l'éducation, le républicain Alexandre Portier, va proposer la création d'une commission d'enquête parlementaire sur ce qui s'est passé, et plus globalement peut-être aussi. Est-ce que vous y êtes favorable et pour faire quoi ? Alors, avec les éléments dont je dispose aujourd'hui, moi je suis plutôt favorable. Ce sujet nous intéresse. Favorable à quoi ? À ce qu'il y ait une commission d'enquête et que les députés se saisissent du sujet, notamment de la sécurité des musées et en particulier du Louvre, pour comprendre ce qui a eu lieu. Parce que comme spectateur, hier, j'étais comme vous sans doute sidéré de ce spectacle, à la fois d'un professionnalisme et d'une forme un peu d'amateurisme, enfin quand même un peu une échelle de déménagement, on rentre par une porte, on prend des objets. Alors, ça, on va donc là, il y a quelque chose sur lequel moi... Vous êtes favorable, mais vous attendez quoi d'une éventuelle commission d'enquête ? Que la représentation nationale puisse comprendre comment fonctionne la sécurité, par exemple au Louvre, comment sont protégés ces objets de grande valeur. Par exemple, le 16 juin dernier, les organisations syndicales de personnel du Louvre avaient manifesté en disant qu'il y a près de 200 postes qui ont été supprimés dernièrement. Eux, ils protestaient sur leurs conditions de travail dégradées et aussi sur la sécurité des musées. Vous voudriez entendre qui dans cette commission d'enquête ? Tout le monde, la ministre, les personnels, la directrice du musée, des responsables de la sécurité, voire éventuellement d'autres responsables de musées internationaux pour voir comment ça se passe. Enfin, je veux dire, c'est un sujet qui est passionnant. Je tiens à dire une chose, c'est que voler un musée, c'est voler le peuple. Voler un objet dans un musée, c'est voler le peuple. C'est une idée profondément, là aussi, j'évoquais tout à l'heure la Révolution française, ce soit l'abbé Grégoire, Jacques-Louis David, ce sont les révolutionnaires de 93 qui vont faire du musée du Louvre. Clément Méric voudrait vous interroger là-dessus. Donc ça nous appartient. J'ai lu le tweet que vous avez posté sur X hier, et vous avez réagi sur un ton très personnel. Qu'est-ce qui vous a touché comme ça, personnellement, dans ce braquage de bijoux impériaux ? Déjà, peut-être que mon tweet, d'ailleurs, je ne sais pas s'il a été bien compris, voler quelque chose dans un musée, c'est privatiser quelque chose qui nous appartient à tous. Moi, j'aime pas cette idée que des gens pensent, de manière générale, le vol est scandaleux, mais là, c'est notre patrimoine. On peut, un dimanche après-midi, une journée de la semaine, aller voir des choses qui, normalement, appartenaient à l'aristocratie, à la noblesse, et c'est une grande idée républicaine de dire ça nous appartient tous. Donc, on se sent volé. Après, on est quand même
le mot fasciné était peut-être maladroit, mais sidéré par quelque chose dont on a l'impression que ça sort d'une série, d'un film, parce qu'on est dans un des musées, à travers Da Vinci Code ou d'autres choses qui évoquent beaucoup dans la fiction. Et puis pour terminer, ce que j'étais en train de développer, c'est-à-dire que l'idée des musées est une idée révolutionnaire. C'est l'ancien prof d'histoire que... Oui, c'est le comité de salut public de 1793 qui prend la décision que l'ancien château royal va accueillir des collections. C'est Jacques-Louis David, le grand peintre David notamment, qui sera un des précurseurs avec l'abbé Grégoire, qui va fonder le Conseil national des arts et métiers, le CNAM. C'est une idée qu'il y a des choses qui doivent être mises en commun et donc il faut les préserver. Alors, et on est dans une logique aujourd'hui où souvent il y a des musées plutôt privés. Le Louvre est un musée public, mais il faut que le service public, la puissance publique, l'argent public l'aide à revenir à la question des responsabilités. Il y a Gérald Darmanin qui a réagi, le garde des Sceaux, ce matin en disant « nous avons failli ». Il a employé ce « nous ». Qui est derrière ce « nous » selon vous? Est-ce que ce sont des responsabilités individuelles, politiques, gouvernementales? Là, c'est pour ça que, comme beaucoup de commentaires ont eu lieu, s'il pouvait y avoir une commission d'enquête, je serais plus armé pour vous répondre à ça. Parce que moi, à ce stade, qui c'est qui a failli? Est-ce qu'il y a une erreur du personnel? Pour l'instant, vous ne voulez incriminer personne. Je veux dire, franchement, ce serait un commentaire superficiel. L'impression que ça donne, vu de l'extérieur, c'est que ça semble quand même assez facile, ce qui a eu lieu. Et que c'est un peu sidérant que, de manière aussi facile, on puisse dérober des choses d'une telle valeur. Pourquoi est-ce possible? Là, ça reste à discuter, à élaborer. Et peut-être que le parlementaire que je suis là encore, au terme de cette commission d'enquête, pourra vous dire des choses à laquelle vous participerez si elle est faite. Oui, moi, en plus, j'aime l'histoire. Donc vous y participerez. J'aimerais, telle qu'elle est présentée, on va voir. Et on a vu que nos confrères de France Info ont eu entre les mains le pré-rapport de la Cour des comptes qui doit sortir dans quelques semaines et qui est consacré justement à cela et qui pointe des retards considérables sur les mises aux normes des installations techniques du musée du Louvre. Pas de caméras de surveillance dans de très nombreuses salles du musée. Est-ce que pour vous, c'est dû à un manque de moyens global de la politique culturelle qui est menée en France depuis plusieurs années, ou est-ce que c'est la responsabilité de la direction du musée qui est engagée? Là où je suis, au stade où je vous parle, je pense qu'il y a un problème de moyens. J'étais allé aux côtés des personnels CGT, Sud, notamment des personnels, des salariés du musée du Louvre qui manifestaient, je répète, c'était au mois de juin. Eux pointaient l'absence de moyens. Il va de soi que quand il y a moins de personnel, eh bien, ça a des conséquences. Et eux, ils alertaient, ils n'imaginaient pas sans doute un cambriolage de telle dimension. Mais il faut écouter les organisations syndicales et les salariés quand ils se mobilisent. Quand les gens font la grève, c'est souvent pour défendre non seulement leurs conditions de travail, mais pour défendre aussi des services publics comme bien commun. Donc, à l'heure où j'en suis, à mon avis, il y a une dialectique entre des problèmes de direction qui accompagnent souvent des politiques d'austérité. Madame Dati, hier, qui occupait les plateaux télé, elle est pour 200 millions de moins dans la culture. Et donc des moyens en moins pour ce genre d'établissement. Donc il y a une part de responsabilité. Pour augmenter les moyens, il faut plus de sécurité, donc plus de moyens. En janvier dernier, Emmanuel Macron avait évoqué l'hypothèse d'un billet spécifique pour visiter la Joconde, ce qui impliquerait d'augmenter le prix du billet global de la visite. Est-ce que c'est une piste que vous retenez? Toutes les pistes qui consistent à dire des choses qui étaient quand même peu chères, à la portée de tous, que ça va coûter plus cher, a priori ne me séduisent pas. Parce que nécessairement, c'est une forme, tout à l'heure j'évoquais une privatisation de la culture, alors on va cibler des touristes étrangers à fort pouvoir d'achat qui vont venir, etc. Moi j'ai une autre idée du musée, tout à l'heure j'évoquais les grands anciens et l'idée révolutionnaire, le musée il doit être accessible à tous, autant que possible. Donc gratuit. Il faut aussi des politiques... Donc gratuit. Tendre vers la gratuité, gratuit pourquoi pas, mais là encore, l'expérience nous montre, je suis en train de dériver un peu, qu'il ne suffit pas que les musées soient gratuits pour que les gens y aillent. Et en particulier, on sait très bien qu'il y a souvent des milieux sociaux qui n'ont aucune habitude d'aller au musée. Il faut aussi des politiques culturelles, l'éducation nationale, etc., qui permettent à ce que les gens aillent dans ces musées. Mais accessible à tous, c'est ma ligne. Après ce cambriolage, est-ce qu'on doit en conclure qu'il faut plus d'argent pour les musées et donc il faut gonfler les moyens donnés dans le projet de budget pour 2026 ? Bien sûr, c'est le combat que je mènerai. Plus de moyens pour la culture, pour le service public, pour la solidarité, pour l'emploi. On en parlera tout à l'heure. Là, c'est un budget que je peux résumer en 2 mots. On parlait juste en 2 minutes. Plus d'inégalités et plus d'armement. Quand même un projet de société pas très enthousiasmant. Hugo ? Oui, monsieur Corbière, il y a une question sur le thème de ce que vous venez d'évoquer, de Tranche, qui dit patrimoine qui appartient à tous, mais l'entrée est loin d'être gratuite. Quelle proposition avez-vous pour préserver les musées, leur personnel, les œuvres, tout en favorisant leur accès? Vous dites tendre vers la gratuité, mais du coup, comment on finance et en préservant le service et les salariés? Non, mais je vais être honnête, au vu de la bagarre budgétaire qui vient, notre priorité n'est pas de donner véritablement les moyens d'aller vers la gratuité telle qu'on le souhaiterait. Déjà, non augmentation des prix. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse,
m'intéresse, et là c'est le prof d'histoire, le professeur d'histoire qui parle, il faut des politiques, à travers notamment l'éducation nationale, qui fassent en sorte que les milieux les plus défavorisés aillent vers la culture. Ça, il suffit pas qu'on ait des musées prestigieux, il faut qu'il y ait tout ce maillage associatif, notamment de l'éducation nationale qui le permette. Et j'observe que trop souvent, vous savez, l'année dernière, il y avait eu, c'était le pass culture qui avait été diminué, et les professeurs de français, professeurs d'histoire, avaient moins de moyens pour faire des sorties. Et souvent, ces sorties, c'était des sorties pour aller vers les musées. Moi, je ne souhaite pas non plus des musées qui soient ouverts seulement aux gens qui viennent des États-Unis, aux oligarques russes et à des grands fortunés venus des Émirats arabes unis. Ça, c'est pas mon projet. Donc, je suis pour que ça reste un service public. Comme ça fait partie du budget, on va parler du budget, justement. Il y a une semaine tout juste, le gouvernement Le Cornu 2 était à peine constitué, et une semaine après, nous y sommes. Voici le Premier ministre plongé dans le grand bain du débat budgétaire qui va durer des semaines. Ce matin, en commission, sous la présidence d'Éric Coquerel, les oppositions ont pris la main en faisant passer des amendements contre l'avis du gouvernement. Mais Éric Coquerel, lui, il estime que le budget ne sera pas forcément de gauche à l'arrivée. L'année dernière, je disais qu'on pouvait faire un budget NFP compatible. Là, cette année, j'ai dit que j'en doutais fortement parce que notamment le Rassemblement national avait, un discours plus néolibéral, on va dire, c'est-à-dire moins enclin à taxer davantage les ultra-riches ou les notamment. Je crois qu'on s'achemine vers ça. Gaëlle ? Alors déjà, en termes de cadre sur le chiffrage, donc ils disent qu'il faut un resserrement budgétaire aux alentours de 30 milliards, on apprend même peut-être 38 milliards si on compte l'augmentation de la charge de la dette. Le budget de François Bayrou, c'était 44 milliards. 38 milliards, pour vous, c'est nécessaire de faire un effort de 38 milliards, que ce soit en augmentation d'impôts ou en baisse de dépenses? Est-ce que c'est le bon chiffre ou est-ce que c'est trop, pas assez? Moi, j'en suis resté à ce que ce soit un budget de 41 milliards d'économies, dont 17 milliards de coupes budgétaires. Je ne sais pas ce que vous évoquez, mais... Alors, que les choses soient claires, qu'on fasse baisser notre dette, moi, je suis favorable, parce qu'il y a une dette aujourd'hui qui peut nous poser quelques problèmes. Maintenant, il faut s'interroger de comment on en est arrivé là. Pourquoi, aujourd'hui, la dette prend cette dimension. Et pourquoi elle a été multipliée par 3 ou plus encore depuis qu'Emmanuel Macron est là? C'est qu'il y a eu des politiques publiques qui ont été menées énergiquement par Emmanuel Macron pour baisser les recettes de l'État. Quand vous voyez qu'en 2017, 91% de la TVA, du fruit de la TVA était organisé notamment pour financer nos services publics dont nous venons de parler, et qu'aujourd'hui c'est seulement 42% de la TVA qui va vers les services publics, le reste notamment sert à combler, si je puis dire, l'ensemble des baisses et des exonérations de cotisations, notamment pour les entreprises. Donc on a appauvri l'État, on a creusé la dette. Donc il y a le déficit augmenté, non pas parce que nous venons passer dernières années à une gabegie de dépenses de moyens d'un pays de cocagne où l'assistanat a explosé. Certains disent ça. C'est que nous avons réduit les moyens de l'État. Donc en gros, le chiffrage vous irez, mais par contre vous chiffrage, non, mais il y a des moyens de faire des recettes nouvelles qui doivent être déployées. Augmenter les impôts. Qui doivent être déployées. Alors, qui doivent être déployés, notamment pour créer les conditions qu'on ait un État qui continue à jouer sa mission, et il y a un investissement, j'ai envie de dire un peu que c'est comme le cholestérol, il y a de la bonne et mauvaise dette. Si vous remboursez à des créanciers, c'est pas spécialement de la bonne dette. Si vous investissez, notamment, tout à l'heure, j'évoquais la culture, l'éducation, la recherche. Là, vous faites des choses, vous vous tournez vers l'avenir, vous projetez votre pays et vous investissez. Non, mais on a une dette à 115% du PIB, on a les agences de notation qui nous dégradent tous les mois. Je ne suis pas sûr que les investisseurs et les marchés financiers soient sensibles. Comme vous avez suivi le débat, pendant l'année dernière, quand nous avons mené le débat budgétaire, nous avions réussi à avoir un budget qui réalisait 53%, là aussi, de remboursement, qui était positif de 53 milliards. Et c'était qui l'année dernière? C'était Michel Barnier. Les premiers ministres vont vite. Nous l'avaient interdit par 49.3. Nous sommes, nous, du côté de ceux qui permettent des recettes nouvelles et de faire reculer le déficit. Le problème, c'est qu'immédiatement, certains mettent les bras au ciel. C'est peut-être votre cas en disant, mais ce que vous nous proposez, c'est non pas d'augmenter les impôts, car ceux qui nous regardent ne seront pas concernés, mais c'est de faire en sorte sur les dépenses. Non, mais c'est le sujet, Gaëlle. Donc, en gros, votre sujet, c'est de dire, oui, nous aussi, on veut faire reculer le déficit, mais pas par le biais de baisse de dépenses publiques qui affecteraient les services publics, mais par le biais d'augmentation d'impôts qui ne concerneraient peut-être pas tout le monde, mais quelques personnes, en tout cas, ou quelques entreprises. Par exemple, ce qui avait été passionnant et pédagogique dans le débat autour de la taxe Zuckman, c'est l'idée que 1800 personnes qui ont vu leur fortune augmenter de manière exponentielle ces derniers temps devraient pouvoir, et devraient même nous le demander d'ailleurs, qu'il y ait une fiscalité qui permette qu'ils soient davantage sollicités, et que ça nous pouvait faire rentrer dans les caisses de l'État 21 milliards. Oui, ce chiffrage est quand même
et fait un porte à caution. Quoi. On est, Par qui? Ce que je veux dire, c'est que pour le moment, cette taxe n'a jamais tout été porte mise. à caution, Elle n'a madame. jamais été mise en œuvre. J'entends bien. Bon. Alors, si Et vous voulez, 21 milliards, c'est mais beaucoup. avec beaucoup de respect, tout porte à caution. La politique d'Emmanuel Macron, qui était censée être le Mozart de la finance, nous a envoyé dans le décor. Donc admettez que c'est une science sociale, l'économie. Là, il y a une proposition. On peut toujours trouver des gens qui vont dire ça prête à caution. Et même des gens parfois qui sont un peu liés aux 1800 personnes qui vont être sollicitées. Moi, je veux bien. Maintenant, j'observe que soit on laisse faire cette accumulation de richesse par une minorité. Vous travaillez pour le journal Challenge. Je l'achète une fois par an, quand vous faites notamment le fabuleux dossier sur les fortunes et la manière exponentielle. C'est le plus vendu, je crois d'ailleurs. C'est le plus vendu. Je crois que c'est le plus vendu. On nous dit, et c'est vrai que on nous dit dans un article qui est passionnant que la gauche nous France, fait beaucoup de publicité du point de sur vue ce des plus numéro. riches, Ça tombe bien. la France, le mot m'avait amusé, serait un richistan, d'accord, un lieu dans un paradis fiscal. Bon, ça doit quand même nous interroger quand on voit qu'on a aujourd'hui 10% de la population qui est passée sous le seuil de D'accord. pauvreté. Alexis Corbière, Donc il faut, moi comme républicain, corriger ça par l'impôt. Il faut aussi corriger ailleurs. Voilà, et au-delà de cette taxe Zuckman, vous voulez aussi revenir sur les aides aux entreprises, par exemple, ou vous voulez remettre des taxes sur les entreprises, puisque ce que vous dites, c'est que c'est Emmanuel Macron qui nous a envoyés dans le décor, et sa politique de l'offre était aussi, en grande partie, consistait à baisser un certain nombre de prélèvements sur les entreprises. Vous voulez revenir là-dessus ? Par exemple, c'est le rapport de Fabien Gay qui a fait beaucoup parler. Quand il nous dit qu'il y a 217 milliards, Je crois que c'est 211, pardon. on n'est plus à 7 milliards. Non, oui, voilà ce que j'allais dire. 211. Mettons d'accord, plus Mais de bon, 200 là encore, milliards. les chiffrages sont D'accord. assez Non, divers. mais qui nous dit. Alors, l'Institut des politiques publiques nous dit, c'est pas 211, je crois que c'est 110 milliards. 118. D'accord. C'est des prêts qui sont ensuite remboursés. Oui, oui. Bref, il y a mais la plusieurs- question c'est, est-ce qu'il faut revoir les aides aux entreprises? Oui, oui. Et quand je dis ça, je ne Est-ce dis qu'il faut pas. les supprimer et pour qui? Alors voilà, là où il y a, c'est l'art de la nuance. On n'est pas obligé de dire qu'on va tout supprimer. Et moi, il y a indiscutablement un tissu économique TPE, PME qu'il faut aider. Maintenant, il y a toute une série de grands groupes, on les connaît, qui eux profitent de ces politiques, souvent sans aucun conditionnement social, environnemental, et voire même parfois en font des plans de licenciement, et on s'aperçoit aussi, grâce à Challenge, qu'ils reversent des dividendes à leurs actionnaires de manière, là aussi, tout à fait exponentielle et en progression. En même temps, Donc on est quand même en droit de se dire, est-ce que l'argent public doit servir à des groupes pour reverser des dividendes plus importants à leurs actionnaires? Enfin, les actionnaires auront besoin de ces actions pour payer la taxe Zuckman, de ces dividendes. Non, mais madame. en dehors de ça, Non, madame. si, Non, en madame. dehors de ça, les actionnaires de ces groupes ne font pas partie des 1800 personnes qui ont un patrimoine personnel de plus de 100 millions. Et de toute manière, je ne pleurerai pas sur le sort de gens qui ont plus de 100 millions mais ce de sont quand patrimoine. même des actionnaires d'entreprise. Mais au-delà de ça, je veux dire J'entends, simplement. mais en quoi c'est un argument qui remet en cause le raisonnement du fait qu'il faut une fiscalité plus juste? Mais ces entreprises, ce que je veux dire, c'est que malgré ces aides, elles disent qu'elles restent plus prélevées que leurs voisines en Allemagne, en Espagne, en Italie. Bon, Lisez Challenge, ça n'est pas ce que nous dit Challenge. Si. Ah non, Challenge justement donne la parole à des gens qui disent que c'est un paradis. Non mais je vous taquine. Mais que c'est un paradis fiscal et que contrairement aux apparences, aujourd'hui, vous avez. Non, mais les entreprises, elles, ce qu'elles disent pas qu'on est dans un paradis fiscal. Il y a les milliardaires d'un côté, Chère madame, entreprises de les l'autre. entreprises, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je connais des grands groupes au CAC 40, je connais des petits entrepreneurs qui sont utiles, je connais des gens, la grande majorité des entrepreneurs d'ailleurs, sont des gens qui ne cherchent pas à accumuler des richesses, mais à produire, à améliorer leur pays, etc. Vous aimeriez faire un ménage dans ces aides. Bien entendu, il faut conditionner un minimum. On va revenir sur ce débat important qui est la contribution des plus riches à cet effort qui est demandé à tous. Vous le disiez, la gauche réclame cette taxe Zuckman. Le gouvernement, lui, propose une taxe sur les holdings patrimoniales des grandes fortunes. Est-ce que vous êtes prêt à partir de cette proposition du gouvernement pour l'améliorer à vos yeux ? Non, mais ça, vous savez, quand on était jeune, il y avait une boisson, ça s'appelait Canada Dry. Ça a le goût et l'alcool du whisky, mais ça n'en est pas. C'est pareil. Vous pouvez rajouter de l'alcool, si vous voulez. Vous pouvez y rajouter de l'alcool, si vous voulez. Oui, bon alors, donc là, on va rajouter... Il y a un rapport de force qui s'engage. Voilà, de ce point de vue-là, vous avez raison. Non, déjà, une chose. Il y avait un point positif dans la manière dont M. Bayrou a pris le débat, moi j'avais trouvé fin août, c'est de mener la discussion sur qui doit payer. Il y avait un débat fiscal dans le pays qui était passionnant, parce qu'on est au cœur de la politique. Qu'est-ce qu'un député? J'arrête pas de faire le prof d'histoire depuis tout à l'heure. C'est d'abord, on discute de l'impôt. Sinon, après, le reste... Bon, donc, c'était intéressant. Et derrière la taxe Zuckman, c'était l'idée que les gens réalisaient, il y a une fiscalité qui est injuste pour les plus puissants. Certains me disent, mais non, vous exagérez. D'autres disent, mais non. Et là, c'est un débat qui est passionnant. Mais... Ce que je veux dire, c'est que va s'ouvrir la discussion, mais ce que fait M. Lecornu, qui ne peut pas éviter le débat sur la fiscalité des plus riches, met en place actuellement une taxe qui rate à côté de la cible. Nous proposions une taxe Zuckman qui permettait de rapporter 21 milliards.
milliards. Là, si j'ai bien compris, c'est 2 à 3 milliards que cela peut rapporter. 800 millions à 1 milliard, a priori. Bon, alors vous voyez, j'étais même trop radical et trop à gauche. Vous êtes plus... Donc, moi, je suis pas là. Mon problème n'est pas de me faire plaisir à fouetter des gens pour le bonheur de les voir fouetter. C'est que ça rapporte dans les caisses de l'État. Promis, à un moment, c'est tout l'enjeu de ce débat budgétaire. D'accord. Si on vous propose une taxe qui porte sur l'ensemble du patrimoine financier des personnes les plus riches en France, à l'exclusion des biens professionnels. Si on y ajoute les œuvres d'art, y compris celles qui sont détenues depuis plus de 10 ans, et si enfin on ajoute à tout cela le patrimoine immobilier à l'exception de la résidence principale, est-ce que vous votez ça? Mais moi, est-ce que vous le votez? Il y a une dimension technique à tout ça, auquel je dis, qu'est-ce que ça rapporte? Quel est le pourcentage 3 milliards d'euros. Quel est le pourcentage d'imposition que ça permet de faire revenir dans les caisses? Cet argent, je ne le veux pas pour moi. Je suis en train de dire que notre pays est en train de voir se creuser les inégalités. Est-ce que ce que je viens de vous décrire ne serait pas un progrès pour vous aux yeux de la gauche? Mais ça peut être des pistes intéressantes. Mais je ne suis pas en train de faire le marchand de tapis. Je vous dis seulement que... Parce que ce que je vous ai décrit, c'est ce que propose le Rassemblement national. Oui, donc, non, mais le Rassemblement national ne s'est pas fait connaître... Avec qui allez-vous travailler dans ce débat parlementaire pour obtenir des avancées dans vos combats à vous de gauche? Le Rassemblement national est contre la taxe Zucman, par exemple. Donc ne vendez pas, enfin je sais bien que ce n'est pas votre but, le Rassemblement national ne souhaite pas que les principales fortunes de ce pays soient davantage taxées. Ce n'est pas vrai. Mais la gauche seule ne fera rien passer dans ce débat budgétaire. D'accord. Je dis de toute manière, au-delà de ce qui se passera dans cet hémicycle, que dans le pays, les gens comme moi sont ultra majoritaires. Tout le monde, 70% de la population des études d'opinion pense qu'il faut en finir avec les inégalités et qu'il est hors de question que votre vieille maman, pardon de parler comme ça, je ne sais pas si elle est encore de ce monde, paye davantage, plus cher les médicaments et que les plus grandes fortunes de ce pays ne voient pas leur fiscalité rehaussée. Parce que derrière tous ces arguments, ce qui moi m'a choqué, et vous aussi sans doute, je le dis sur un ton quand même, c'est que si on remet en cause, on augmente la franchise sur les soins médicaux, sur les médicaments, et que quand on est atteint d'une ALD, d'une maladie à longue durée, on va davantage vous faire payer. Ça c'est scandaleux. Ça, c'est scandaleux. Ça prendre aux personnes âgées, aux malades, et expliquer que ceux qui sont les plus fortunés, on va trouver autant de combines et de chemins sinueux pour faire en sorte qu'ils ne participent pas davantage à l'effort fiscal. La taxe Zucman, pour le Parti socialiste, ça ne semble plus être un totem. Si c'est une autre taxe qui rapporterait à peu près autant, ça pourrait leur convenir. Est-ce que vous, ça vous convient? Non, mais si personne ne joue sur les mots. Elle s'appelle Zucman et j'ai même entendu M. Gabriel Zucman dire qu'il faudrait l'appeler taxe Bernard Arnault. Donc, si le débat, c'est de dire le problème, hein, c'est pas tellement le nom, c'est qu'est-ce qu'on fait. C'est de quelle manière on a une assiette. C'est le débat que vous me posiez, j'y ai répondu peut-être de manière trop brutale. Mais quelle est l'assiette sur laquelle on fait reposer une fiscalité qui permet qu'il n'y ait pas un effet, ce que nous dit Gabriel Zucman, c'est-à-dire que l'impôt monte évidemment selon leur fortune, mais les ultra-riches, eux, voient leur fiscalité baisser. Il y a un effet comme ça qui quand même est techniquement, bon, ça devrait nous interpeller parce que ça permet déjà. Donc votre question sur le Parti socialiste, que moi j'écoute attentivement, ils ont dit qu'au cours du débat budgétaire, ils vont chercher à réintroduire une taxe type Zucman qui permet d'augmenter les recettes de l'État, 20 milliards, on l'espère. Donc ils vont mener cette bataille, du moins on sera à leur côté pour la mener. Et c'est que eux, le Parti socialiste, est dans une démarche de négociation avec le gouvernement, ce qui lui vaut des attaques de la France insoumise, qui est dans l'opposition frontale. Comment vous positionnez? Est-ce que vous négociez aussi? Alors là, on rentre dans la partie qui était sensible de ces derniers jours. Cette fois-ci, nous parlons tactique et stratégie. Je le dis parce que moi, le Parti socialiste, les écologistes, les communistes, les insoumis, on a fondé le nouveau Front populaire. Je ne reviens pas sur le statut particulier. Tout ça, mais bon, on va en parler. Moi, je suis un homme d'union. Pourquoi? Parce que je pense que politiquement, ce qui se passe dans le pays doit être vu... Donc pour répondre à la question, est-ce que le Parti socialiste qui négocie avec le gouvernement, ça vous va? Ou est-ce que vous dites au contraire, il faut une opposition frontale? Ce que j'essayais, pardon d'être un peu long, c'est qu'il y a un désaccord, j'ai eu un désaccord tactique avec le Parti socialiste. Je pense qu'il fallait voter la censure, car ce budget qui arrive est un mauvais budget qui va faire mal au milieu populaire. Mais il peut se discuter dans l'Assemblée. Les socialistes disent... on va ne pas voter la censure car nous avons obtenu un engagement de la part du Premier ministre de suspendre la réforme des retraites jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Comme je suis un garçon ouvert, pas si brutal et borné que ce que j'en ai l'air, je dis attention, il y a une discussion très technique, allons-nous pouvoir l'avoir, cher monsieur Letellier, qui est de dire comment techniquement, d'un point de vue légistique, comment ça se passe. Et là, à travers vous, je dis à mes amis socialistes, l'affaire n'est pas très claire, parce que mardi dernier à l'Assemblée nationale, Maude Bréjon, la porte-parole du gouvernement, dit ce sera peut-être une loi,
ou éventuellement un amendement. bien, Puis justement, après, oui. M. Lecornu prend la parole, il nous dit c'est un amendement. Quel est le problème? Je sais que les gens nous suivent ne on va sont y pas venir, on va perdus. y C'est que venir. si c'est un amendement au cours du débat, cela signe, et qu'il est intégré, encore faut-il qu'il soit intégré, il faut ensuite, pour qu'il reste jusqu'au bout du bout, que les mêmes qui ont accepté l'intégration de cet amendement votent la totalité du budget pour qu'il passe. C'est la raison pour laquelle je réclame. Après, comme l'a fait le constitutionnaliste Benjamin Morel, j'ai vu qu'Éric Coquerel, le président de la Commission des finances, l'a repris, même le RN, puisque vous tenez à ce qu'on les cite, tout le monde, il faudrait une lettre rectificative. On va y venir, on va y venir. Mais on va faire pour rentrer la discussion. Ce que je suis en train de vous dire, c'est pas une manière d'évacuer la question. Moi, je veux bien faire de la tactique, mais à condition qu'on ne se fasse pas flouer à l'arrivée. On va y revenir. Parce que on va y revenir, mais je voudrais- le PS est habile, mais le Cornu est aussi un gros malin. Donc, Et donc, qui va gagner dans l'histoire? Ce sera le PS ou le Cornu? moi, je souhaite que ce soit le peuple qui gagne. Oui, vous souhaitez. Non, mais vous dites le PS et le Cornu. Qui va gagner d'après vous? C'est une bagarre à mener. À ce stade, je Mais le qui va répète. gagner? Si, moi, Faites un pari. On verra. Moi, je pense que c'est prendre un risque, raison pour laquelle j'ai voté la censure, car je pense que les choses sont pas bien positionnées. Mais je ne veux pas être trivial. Les socialistes nous disent on va se bagarrer dans l'hémicycle, on va remporter des victoires. On va Donc vous essayer de leur faire un dites, bon budget. prouvez que vous êtes fort. Non, Prouvez que vous y surtout, arrivez. D'abord, et là, à travers vous, je parle à Olivier Faure et Boris Vallaud. Exiger, je crois qu'ils l'ont peut-être fait, une lettre rectificative. C'est une bonne idée. Pour l'instant, Parce que on va juger, à partir ou pas de la lettre rectificative, de la sincérité de M. Lecornu. Parce que s'il fait une lettre rectificative, alors on peut avoir une discussion sereine, on va s'engueuler sur le budget. Moi, je défends des amendements de gauche, les collègues, bon, très bien. Mais à l'arrivée, au bout du bout, si ce budget est imposé par ordonnance, parce que c'est peut-être ce qui risque d'avoir lieu, il restera quand même la suspension de la réforme des Alors, retraites. juste, on va rappeler quand même Je suis que peut-être un peu trop non, c'est pas que vous technique. soyez long, c'est que le temps passe vite. Mais Sébastien Lecornu a accepté de mettre en débat donc la suspension de la retraite à 64 ans. C'était lors de sa déclaration de politique générale, il y a une semaine tout juste. J'ai toujours indiqué que l'avenir de nos retraites serait au cœur de la prochaine campagne présidentielle. Mais nous devons entendre que ce débat est demandé dès maintenant par des forces politiques et syndicales légitimes. C'est pourquoi je proposerai au Parlement dès cet automne que nous suspendions la réforme de 2023 sur les retraites jusqu'à l'élection présidentielle. Aucun relèvement de l'âge n'interviendra à partir de maintenant jusqu'à janvier 2028, comme l'avait précisément demandé la CFDT. En complément, la durée d'assurance sera elle aussi suspendue et restera à 170 trimestres jusqu'à janvier 2028. Rapidement, avant de passer la parole à Clément, est-ce que vous pensez que vous obtiendrez cette suspension des retraites? Moi, je suis contre la réforme des retraites. Je ne suis pas méprisant, hein. C'est pas rien pour des salariés. Est-ce que vous pensez que vous obtiendrez cette suspension? Si on l'obtenait, ce serait un petit budget, c'est toujours ça de prix pour des salariés, 300 000, 600 000 Mais il salariés. faut des conditions. Mais j'ai peur, on en était là dans la conversation, qu'à l'arrivée, ce soit un piège dans lequel, et le Cornu qui est un gros malin, nous oblige Clément, ceux qui sont dans cette démarche de tout voter. Clément. Et moi, vous ne me verrez jamais voter un budget qui veut ponctionner 17 milliards sur les services publics, qui veut augmenter le prix des médicaments. Clément. Alors, on va revenir sur l'enjeu de cette lettre rectificative que vous avez évoquée et qui permettrait d'inscrire dans le marbre du budget de la sécurité sociale la suspension de la réforme des retraites. Si Sébastien Lecornu refuse, comment interpréteriez-vous cela? Que le piège, la mâchoire du piège s'est refermée. Vous en voudriez au PS de vous avoir mis, vous aussi, toute la gauche dans cette situation-là? Ce qui fait ma singularité, je sais que je parle beaucoup, mais c'est que malgré ce désaccord tactique, je ne souhaite pas que nous donnions une double victoire à Emmanuel Macron et les siens. C'est-à-dire une première victoire où il aurait fait passer un budget, il aurait évité la censure, et la deuxième victoire de notre division. Parce que ce qui est en train d'avoir lieu politiquement aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle dans le jargon l'union des droites. Le fait que la droite, historiquement issue du gaullisme, s'apprête au second tour au moins à voter pour des candidats d'extrême droite face à la gauche. Et ça m'amène à un moment où peut-être que j'apparais comme le naïf de service, mais de dire c'est pas le moment d'en surrajouter, à dire toi t'es un traître, toi t'es machin, toi t'es inutile. Sauf qu'il va falloir que vous choisissiez votre camp à un moment. Pourquoi? Si, Mon soit camp, vous c'est votez. l'union. Non, mais pourquoi? Non, mais vous l'avez dit tout à l'heure. Soit vous votez, par exemple, la fin de la suspension de la réforme des mais ça, retraites, je suis d'accord. mais vous votez en même temps le budget de la Sécu. Moi, ça s'appelle choisir le camp du PS. Je prends les paris que mes camarades socialistes, s'ils voient qu'ils n'ont pas obtenu la suspension, ils voteront contre ce budget. Nous irons vers une censure et peut-être même une dissolution, puisque c'est ça que nous met sous la gorge le président de la République. Là, les yeux dans les yeux, je pense que les socialistes ne trembleront pas à la veille des municipales. Ils n'apparaîtront pas comme ceux qui ont imposé un mauvais budget en ne remportant même pas la victoire sur la suspension. J'ai pas de doute là-dessus. Je serais surpris que... Je veux dire, c'est pas non plus des imbéciles, les socialistes. Ils pensent, et ça se discute. Moi, je pense qu'on peut obtenir plus. Qu'obtenir déjà une suspension 6 mois plus tôt pour partir à la retraite, c'est déjà
déjà une petite victoire. Ça se discute. Est-ce que globalement, vous pensez qu'il peut y avoir une réforme juste des retraites? Parce que bon, il y a un vieillissement de la population, il y a une augmentation de l'espérance de vie. Tous les autres pays européens sont en train de passer à 67 ans. Nous, on va peut-être rester à 63, voire on veut remonter à 62. Bon, est-ce qu'à un moment, il y aurait une réforme qui vous paraîtrait juste? Par exemple, la retraite à points que propose la CFDT, est-ce que c'est un projet qui peut vous intéresser? Là, on reprend la discussion sur la réforme des retraites. Moi, je pense à ce que nous disaient certains économistes, et notamment M. Michael Zemmour, qu'il suffirait d'une augmentation de 2% des cotisations, 1% pour les salariés, 1% pour le patronat, pour qu'on puisse avoir des recettes supérieures et maintenir notre système de retraite. Donc, c'est une sorte de préférence pour les vieux. C'est-à-dire que, parce que ce système est en fait, on fait peser plus de cotisations sur les actifs, les entreprises et les salariés actifs. Oui. En France, on dépense déjà 14% de notre PIB pour les retraites. C'est assez stable. C'est assez stable. Oui, mais c'est bien. Ça n'a pas explosé. Non, mais après, c'est le type de modèle de société. Je vais vous dire une chose. Vous faites un métier qui est intéressant et sans doute. Peut-être que vous me trouverez méprisant. Votre corps n'est pas usé comme beaucoup de gens. Moi, je pense qu'effectivement, vous savez, au bout de 41, 42 ans, quand vous avez commencé à travailler depuis l'âge de 18, 20 ans, vous êtes fatigué. C'est quoi le problème? Le meilleur défenseur, ou plutôt le meilleur pourfendeur de la réforme des retraites Borne, c'est Emmanuel Macron en 2019. Rappelez-vous, lors du débat, du grand débat suite au mouvement des Gilets jaunes, il disait rallonger l'âge de départ à la retraite, le pousser jusqu'à 64 ans, c'est pas juste. Pourquoi? Parce que nous avons le taux de sous-emploi des seniors autour de 55 ans le plus important en France. Mais il recule justement maintenant parce qu'on a allongé l'âge de départ. Peanuts. Cela dit, donc vous, votre réforme, en gros, c'est augmenter les cotisations. C'est ça la réforme que vous proposez pour maintenir l'équilibre du système. C'est une première piste, mais il ne faut pas faire peur et pas faire les épouvantails à moineaux. Vous savez, la productivité des travailleurs français, elle est plus élevée que d'autres pays d'Europe. Mais baisse la productivité. Pardon, non. Elle est indiscutablement plus importante que les années 50-60 quand le système de retraite a été mis en place. On n'a plus le même nombre de cotisants pour le nombre de retraités. Vous avez donné un chiffre d'or. Notre pourcentage, notre part du PIB consacrée à la retraite n'a pas explosé. Donc, au bout d'un moment, on agite des chiffres devant les gens. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Je suis pour qu'on travaille tous. Et d'ailleurs, il y a une politique souvent du chômage qui a été menée par certaines entreprises qu'il faut combattre. On a accepté la désindustrialisation du pays. Il y a eu des choix économiques qui ont été faits par aujourd'hui ceux qui se veulent, qui sont souvent à la tête du pays, désindustrialisés. Notre économie, nos entreprises sont parties. Tout ça, ça nous a pesé très fort aussi sur le système de retraite. Donc, retraite à points. Là, vous lancez une discussion. Non, je ne suis pas favorable à la retraite à points, qui risque d'être particulièrement défavorable pour beaucoup de salariés. Mais là, si vous voulez, on peut consacrer une émission sur la retraite à points. Moi, je suis pour qu'on reste sur notre système actuel de retraite et indiscutablement arrêter les exonérations aussi de cotisations qui ont eu lieu. Toutes ces politiques que je décrivais tout à l'heure, il y a eu aussi des exonérations de cotisations. Quand vous supprimez les cotisations sur le SMIC, par exemple, pour les entreprises, c'est autant de recettes en moins pour notre système de retraite. C'est nécessaire pour avoir un coût du travail correct. Non, pas du tout. Ça a un effet de smicardisation et ça amène à ce que des entreprises... Par exemple, quand vous évoquez le Rassemblement national, un des grands désaccords, eux, ils veulent augmenter le SMIC en baissant, justement, en supprimant la part de salaire indirect, les cotisations. Ils appauvrissent le système de retraite. Le salaire indirect, les cotisations, c'est une part du salaire. Oui, Monsieur Corbière, il y a une autre question. Que pense-t-il de la rupture entre le PS et LFI sur fond de suspension de la réforme des retraites? Pense-t-il qu'un retour à une union possible dès les prochaines élections nationales est possible? C'est vrai que même ces derniers temps, on a vu des réunions de gauche sans le PS, mais avec LFI, de LFI sans le PS, ou même vous, parfois, vous êtes conviés ou pas à l'après. Est-ce que vous pensez qu'une union est possible, vu l'ambiance qu'il y a à gauche actuellement? Et je dis que l'union est nécessaire. Oui, mais est-ce qu'elle est possible? Le propre de la politique, c'est peut-être que j'y arriverai pas. Et peut-être qu'à l'heure où le Rassemblement national est en train, 35 ou 40%, à l'heure où la droite est en train de dire qu'au second tour, ce qui s'est passé en Tarn-et-Garonne, elle préfère faire barrage à la gauche, c'est une candidate socialiste, et voter pour le candidat d'extrême droite, dans ce moment-là, la gauche va se désunir. Bonjour les grands stratèges, on ne gagnera pas comme ça. C'est vraiment pour laquelle il faut continuer à se battre. Maintenant, moi j'ai l'expérience, je fais encore le malin, le prof d'histoire, dans les années 70. Mais quand le PS et le PC ont fait l'union, ils continuaient souvent à ne pas être toujours d'accord, pas voter les mêmes choses sur l'Europe, sur le rapport à l'international. Alors justement, il ne faut pas non plus se dire qu'on doit être tout le temps, voter tout exactement pareil. Mais sur les fondamentaux, s'il y avait une élection qui vient, je suis pour rester sur des candidatures communes. Il faut et s'il y a une élection présidentielle... Il existe toujours le NFP pour vous? Il est soumis à des tensions, évidemment. Mais est-ce qu'il existe toujours? Mais l'union est en combat. De mon point de vue, dans mon cœur, il existe toujours. Il faut le faire vivre. Et il faut une candidature commune à l'élection présidentielle. Une question chacun. Est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que les divisions sont pas trop fortes pour s'unir comme en 2022, en 2024, à chaque fois dans l'urgence?
Non, c'est pas trop tard. En 2024, quand le nouveau Front populaire a été fondé, Emmanuel Macron a dissous pour une raison, je vais vous dire. C'est qu'il a vu le spectacle des élections européennes, Glucksmann traitait, ou des amis de Glucksmann traitaient la France insoumise d'antisémite, et la France insoumise traitait Glucksmann de génocidaire. Il n'y a pas pire comme insulte. Eh bien pourtant, face à la menace d'extrême droite, la gauche s'est rassemblée. La gauche, elle est fidèle à son histoire, mais elle peut basculer dans du gauchisme ou de la stupidité. Elle s'unira face à notre adversaire le plus important. Bien. Si nous ne faisons pas ça, nous ne serons pas à la hauteur. Mais j'insiste, si j'ai le temps de le dire, pas seulement sur des législatives, sur une élection présidentielle. Ce qui m'a fâché avec mes anciens amis, c'est que je pense qu'il faut un candidat commun à l'élection présidentielle pour s'assurer d'être au second tour. Il était question des primaires autrefois. Pardon. Oui, dans un livre, il y a près de 10 ans, vous écriviez que la primaire était un piège, une confiscation de la démocratie. Est-ce que vous avez changé d'avis depuis? Mon livre, qu'est-ce qu'il disait? C'est qu'en 2016, donc ça fait il y a 9 ans, que lorsqu'il s'agissait de faire une primaire avec Manuel Valls, qui était Premier ministre, d'accord, de François Hollande, et qu'ils mettent Jean-Luc Mélenchon dans un moment où il n'y avait pas encore eu Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Là, ça fait 2 fois qu'elle est au second tour. Oui, je pensais qu'au premier tour, nous pouvions nous permettre d'avoir des candidats qui portaient des projets différents, parce que je ne voyais pas la dynamique, du moins c'était difficile à imaginer, de l'extrême droite. Donc à l'époque, je n'étais pas favorable à des primaires. Mais je vais vous dire, quand on fait de la politique, donc on peut plus se le permettre aujourd'hui. La stratégie, c'est pas un catéchisme qu'on récite à travers les siècles. La stratégie correspond au moment politique. À travers vous, je réponds à mes amis insoumis. Ça fait 2 fois que la candidate d'extrême droite est au second tour. Elle progresse de telle façon mécaniquement que la prochaine fois, elle ou son remplaçant, M. Bardella, peut remporter l'élection présidentielle. Nous devons, dans un moment où à l'époque, quand j'avais écrit mon bouquin, la gauche rassemblée faisait 44%. Aujourd'hui, elle est à 28%. Donc ce que je dis, moi, alors, les amis disent que j'aurais soi-disant trahi. Ce que je dis, c'est qu'il faut comprendre le moment politique. Être révolutionnaire, c'est pas une fois de plus répéter les mêmes phrases tout le temps. Dans ce moment, l'unité est une exigence. Donc tous ceux qui viennent m'expliquer qu'un tel est un traître, que je ne lui parlerai plus jamais, sont des idiots utiles à Macron ou à l'extrême droite. Clément, on a bien entendu votre discours sur l'unité. Vous souhaitez des candidatures communes de toute la gauche en cas d'élection. Sauf que Olivier Faure, de son côté, a été très clair. Pour le PS, il n'y aura pas de candidature commune avec LFI, que ce soit au municipal ou aux prochaines législatives. Je veux bien que l'union de la gauche soit un combat, mais à un moment, il y a un principe de réalité. Enfin, le PS est clair, il a tranché ce débat. On verra. Je ne suis pas d'accord avec Olivier Faure, qui est un ami aussi. Je ne suis pas d'accord avec les Insoumis quand ils font chanter à leur université d'été, tout le monde déteste le PS. Je vois bien que j'ai une attitude un peu singulière et on peut hausser les épaules en rigolant, en me regardant. Mais je continue à me battre. Si on veut l'unité, il faut des unitaires. Je dis à Olivier Faure, ça n'est pas raisonnable. Il y a un moment où vous allez devoir choisir entre les deux. On verra. Si la situation reste comme ça. C'est pas moi, vous savez, je suis peu de choses. Vous verrez que ces appareils politiques peut-être sont amenés à se rassembler après s'être beaucoup dit des mots et des noms d'oiseaux. Au second tour, a dit Olivier Faure. Alors, ce serait déjà pas mal. Si c'est rassemblement au second tour, et si on avait la discussion pour voir où est-ce que le fait d'être divisé au premier tour pouvait empêcher qu'il y ait un candidat de gauche au second tour. Moi, je suis pour avoir cette discussion. Donc, on peut peut-être avoir un label commun, moins puissant que la dernière fois, mais qui permet qu'on ne s'affronte pas trop au premier pour se rassembler au second. Se rassembler déjà au second tour par rapport à des choses très très violentes que j'entends, c'est déjà pas mal. Mais moi, je suis pour qu'on se rassemble. Alors, se rassembler, d'accord, mais alors, attendez. Et aussi... Si au premier tour, vous avez le choix entre une liste menée par le PS ou une liste menée par LFI, vous choisissez quoi? Mais déjà, il y a la question du programme, mais ça ne se passera pas comme des listes menées par... Ou listes ou candidats, des binômes, je ne sais pas... Moi, par ailleurs, si je regarde le spectacle... Vous préférez faire cause commune avec le PS ou avec LFI? Mais à ce stade, la réponse viendra à un moment donné, mais à ce stade, je ne veux pas poser le débat comme ça. Je suis justement équidistant, si je puis dire, par rapport à toutes ces forces, en leur disant, quel que soit ce que vous pensez de moi, Alexis Corbière, je vous dis qu'il faut se rassembler. Sinon, c'est pas aucun des deux qui va gagner, c'est l'extrême droite. Les amis de Jean-Luc Mélenchon qui pensent que Jean-Luc va gagner, je dis les copains, ça n'est pas ce que je vois si nous ne sommes pas rassemblés. Le PS qui pense que le grand PS est de retour et qui va gagner tout seul, lui non plus ne correspond pas à ce que je vois. Donc il faut qu'on travaille à ça. C'est pas simple. Vous-même, vous comptez vous représenter à votre poste de député de la Seine-Saint-Denis, et est-ce que vous craignez d'avoir un candidat LFI ou PS en face de vous? Vous représentez en Seine-Saint-Denis si ça se présente? Vous allez vous représenter? Je sais pas, là, s'il y avait une dissolution qui arrivait, oui, je me représenterais. Et sinon? Là, oui. Non, mais c'est... En 2027. C'est bizarre, parce qu'en général, un député dit oui, j'y retourne, quoi. Ça commence ça fera 10 ans que j'y suis. Enfin, bon... C'est pas bien de répondre à cette... plus engagé que ça, quoi. Pardon? Vous n'êtes pas plus sûr non, que mais ça. moi, je continue, vous savez, je suis militant depuis l'âge de 17 ans, donc je continue à faire de la politique. Vous craignez qu'il y ait... localement, il pourrait y avoir... La dernière fois... Un candidat LFI face à vous? Une candidate LFI face à moi. Ça a été terrible. Terrible.
Pas politiquement, mais humainement. Enfin, C'est ce qui pourrait vous empêcher d'y retourner. Non, non, pas du tout. Si c'est ça, au contraire, j'y vais. Au contraire, il n'y a pas de problème. Je ne laisserai pas faire ça. Je laisserai pas faire ça. Parce que je pense que c'est pas bien. Mais surtout, qu'est-ce qu'il y avait de pas bien? Ça a dû mobiliser 250 à 300 militants dans une circonscription ultra à gauche, qui se sont affrontés. J'ai gagné au final, et nettement. Mais surtout, je pense à une femme qui s'appelle Rachel Keke, qui était députée dans le Val-de-Marne, femme de ménage, qui, elle, a perdu face à M. Jeanbrun, et elle aurait dû gagner. Elle est devenue ministre. Et tous ces militants de gauche qui sont venus s'affronter, à s'insulter, à dire que j'étais le pire des hommes ou des sottises, auraient dû aller aider là où on avait besoin de militants pour aider sur des candidatures importantes. Le débat fratricide à gauche, il a un coût. Il a un coût. Et c'est nos adversaires qui en profitent. Mais je note que vous n'êtes pas sûr de repartir dans Allez, si, je suis sûr de repartir. Faites passer le message. Ah bon, je sais pas. Non, mais je veux dire... J'essaie de comprendre, juste. Non, vous avez raison. Moi, j'ai un problème, c'est peut-être un truc d'une intériorisation un peu grotesque, de dire tout le temps que je suis candidat. Moi, je milite avec des copains localement et des copines, et on voit... C'est eux qui décideront. Non, mais collectivement, qu'on discute. Qu'on discute. Ma pente naturelle, c'est plutôt dire que je suis un nouveau candidat, en particulier s'il y avait une dissolution. Mais je veux dire, la vie militante... Moi, je suis prof d'histoire pendant 21 ans. Ça n'est pas mon métier, député. Vous avez bon espoir qu'il n'y ait pas de nouveau un candidat. Je préférais qu'on arrête le débat fratricide, incompréhensible pour le grand nombre. Mais quitte à ce que vous vous retiriez, justement, non, jamais. Non, moi, je ne participerai pas à un truc où je me retire avec des gens qui viennent me faire peur. Ça ne marchera pas. Et le signal qui a été envoyé par mon élection, dans une circonscription où Jean-Luc Mélenchon faisait 55%, c'est que la candidate mélenchoniste a perdu. Donc Jean-Luc et les amis devraient comprendre pourquoi l'électorat mélenchoniste a voté pour moi. Parce qu'ils n'ont pas accepté ces méthodes. Implantation locale aussi. Il n'y a pas de changement. Implantation locale aussi, sûrement. Non, c'était pas seulement ça. Bon. Il n'y a pas de 6e République. Pour vous, c'était un message. C'est un message très clair. C'est que les gens veulent la fidélité au programme de l'insoumission, mais avec un fonctionnement démocratique. Lauriane. Ce que moi, j'essaie d'incarner avec mes amis de l'après. En mars prochain, la bataille va faire rage aussi. Une bataille interne entre la gauche, avec la France insoumise qui veut s'imposer en Seine-Saint-Denis, notamment dans votre circonscription, contre le PS, contre les communistes. Quel camp vous choisissez, vous? Là, franchement, Montreuil, c'est une des plus grandes villes communistes. Quel intérêt les Insoumis ont à présenter une liste contre le dernier maire communiste, Patrice Bessac, qui fait un formidable travail? Je suis du côté de l'Union, je soutiendrai Patrice Bessac indiscutablement. Il y a une liste écolo, communiste, socialiste. Je veux dire, c'est celle que vous soutiendrez. Mais évidemment, qu'est-ce que c'est que cette histoire de s'affronter, à expliquer que pas assez à gauche? C'est une ville populaire. Ils mènent une politique de mixité sociale. Je dis pas que c'est parfait, mais je veux dire, faut aider. C'est même une ville exemplaire de ce point de vue-là. Cette espèce de petite bataille qui consiste à dire toujours plus à gauche pour aller faire quoi? S'affronter, mobiliser des militants. Pendant que je le répète, il y a des villes où on peut aller aider. Des villes actuellement de droite ou d'extrême droite. Je suis originaire de Béziers. Je préférais qu'on aille à Béziers faire un tour pour éventuellement remplacer M. Ménard. Vous pourriez peut-être être candidat à Béziers, tiens, en fait. Vous m'envoyez partout. Non, je sais pas, vous dites, c'est vous qui dites, Lauriane. Cette ville au cœur. Voilà, donc unité et soutien aux maires sortants de gauche. Vous l'avez évoqué plusieurs fois. Est-ce que votre rupture avec Jean-Luc Mélenchon est définitive? La politique, c'est quand on se bat pour l'union, je suis pour qu'avec le mouvement insoumis, nous trouvions les conditions d'union pour comprendre le moment historique. Avec le mouvement, pas la personne. La rupture personnelle. Jean-Luc Mélenchon a été plus que mon ami pendant 30 ans. Vous comprendrez que la manière dont il s'est comporté vis-à-vis de moi, mais dont le dernier message d'ailleurs était un message qui disait « ne m'adresse plus jamais la parole », amène à ce que je vais respecter sa volonté. Je le regrette. Et je pense que c'est pas bien de faire ça. S'il vous dit, tiens, je veux bien reparler avec vous, vous reparlez avec lui. Mais si c'est nécessaire pour notre combat général, je ne suis pas un enfant, je ne vais pas dire non, je ne t'adresse pas la parole, c'est pas mon problème. Mais attention, je resterai vigilant à ce qu'il n'y a pas de grand changement de société s'il n'est pas conduit par un processus démocratique. Voilà, il y a une chanson que Jean-Luc Mélenchon aime bien, c'est l'Internationale, et il y a ce couplet qui dit « Ni Dieu, ni César, ni tribun ». Et ça, on doit se l'appliquer à chacun. Il est quoi, Dieu, César ou tribun? Pardon? Il est Dieu, César ou tribun? Je pense qu'à un moment donné, on a le droit de dire... Mais il est Dieu, César ou tribun? Je taquine, mais on a le droit de dire à Jean-Luc Mélenchon, quand on a essayé de son compagnon pendant 30 ans, que sa stratégie n'est pas nécessairement la meilleure pour la présidentielle qui vient, sans être immédiatement exclu. Tout le monde dit qu'il est tribun, tout le monde est d'accord. Ah mais magnifique tribun, si il est Dieu ou César? Non, il n'est pas Dieu, ça c'est clair. Il est César alors? Non, mais... Attention, parce que César... Bon, j'aurais pas dû faire cette citation. Ah oui. Non, ce que je veux dire, c'est que... Ce que je veux dire, à travers vous, en plus je sais que vous l'interviewez et que vous l'appréciez comme homme politique, Jean-Luc Mélenchon a énormément de qualités, c'est un magnifique tribun. Maintenant, on doit pouvoir, dans un mouvement, le critiquer, remettre en cause sa stratégie sans être immédiatement exclu. Voilà. C'est un tribun. Bon, on va pas y Allez, on y va, pas cette rapidement, on change. Aux journées d'été de la presse, à chanter ni Dieu, ni César, ni Mélenchon, j'y étais. Non, ça c'est confirmé. C'est pas cette phrase, moi. Non, jamais.
Pas vous, Bon, on avance. mais vos militants. Ah. Bref, oui, on a commémoré plutôt la semaine dernière les 5 ans de l'attentat contre Samuel Paty. Vous avez parlé de votre rôle de prof. C'est quoi le rôle des profs pour vous maintenant? Qu'est-ce que ça symbolise? Tout faire. De continuer à faire le boulot que faisait Samuel Paty. J'ai vu un documentaire, je ne sais pas sur quelle chaîne c'était chez vous ou ailleurs, très émouvant sur le travail qu'il a fait, sa séquence pédagogique, comment il essaie de mener ça, et comment par ailleurs la jeune fille qui a lancé le mécanisme qui a amené après à ce que le criminel, l'islamiste vienne l'assassiner, n'avait même pas participé à son cours. Bon, donc moi juste j'ai pensé à ce moment-là comment... Quand on est prof, souvent en banlieue, c'est difficile d'enseigner la laïcité, la liberté, là aussi, d'expression. Et il faut aider les profs à faire ce boulot et pas les laisser tout seuls en première ligne. Dans 2 minutes, vous allez pouvoir débattre avec l'invité face à vous, qui va nous rejoindre sur le plateau. Il prône un retour de l'autorité dans une France qui, dit-il, sombre dans le chaos. C'est le titre de sa thèse. Marco Pommier nous le présente. Face à vous, Alexis Corbière, un spécialiste des questions de sécurité. Nous sommes en train de devenir une société où la violence devient le mode de régulation du conflit, devient le mode de l'expression de la frustration. Avocat au barreau de Paris, spécialisé dans la défense des forces de sécurité et des victimes du terrorisme, président fondateur d'un think tank, le Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, ancien candidat LR aux législatives de 2022. Son actu, c'est ce livre « Le choc ou la chute ». Notre invité tire la sonnette d'alarme. Délinquance, narcotrafic, antisémitisme, perte d'autorité. Nous serions au bord d'une rupture sécuritaire. Une agression toutes les 3 minutes, 40 attaques au couteau chaque jour. Ces chiffres qui claquent comme des gifles disent la brutalité du réel. Une urgence particulière selon notre invité, la violence des mineurs. L'enjeu consiste à apprendre la frustration aux mineurs. Si le jeune délinquant n'est pas puni, pourquoi suivrait-il les règles ? Et quand la gauche parle de violence policière, lui a un avis bien tranché. Parler de violence policière évoque un usage abusif systémique de la violence, ce qui est faux. Face à vous, Thibault de Montbrial. Thibault de Montbrial nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Donc face à vous, Alexis Corbière. Vous allez lui dire en quelques secondes l'image que vous avez de la France aujourd'hui. Parce que le titre de votre livre, Le choc ou la chute aux éditions L'Observatoire, quand on voit ça, on se dit mais la France, c'est catastrophique, quoi. Quelle vision vous avez de la France aujourd'hui ? La France aujourd'hui est un pays qui est hyper fracturé. L'enjeu des années qui viennent, c'est de retrouver un socle sur lequel on reconstruise une société qui de nouveau ait envie de vivre ensemble, ce qui aujourd'hui n'est plus le cas. Le vivre ensemble est devenu un slogan que les partis se balancent à la tête les uns les autres, mais qui en pratique aujourd'hui ne correspond plus à la réalité. Nous sommes un pays hyper fracturé, un pays où la violence a explosé, en particulier depuis une dizaine d'années. Je cite tous les chiffres officiels des différents ministères. Je raconte aussi les 18 mois que je viens de passer à parcourir le pays comme président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. J'ai fait 31 réunions publiques, j'ai vu plus de 5000 personnes, beaucoup d'élus locaux. Je vous confesse que c'est plutôt des gens qui sont sur l'arc entre Renaissance et la droite. Mais tous me font part d'une double inquiétude. C'est une rupture entre Paris et la province et une rupture entre le peuple et ses élites. Comment vous y répondez, Alexis Corbière ? Mais déjà, quelle est la question là dans ce qui... La rupture entre Paris et la province et entre le peuple et les élites. Oui, non, mais c'est pas seulement entre Paris et la province. Il y a une colère populaire très forte sur beaucoup de sujets. Pourquoi prendre le thème de la sécurité séparément de tous les autres ? La police, c'est un service public et on a le droit de discuter de ce service public, de considérer qu'il est dégradé en raison de politiques libérales qui ont été menées, moins de moyens pour la police par exemple. Vous êtes LR, mais quand il y avait M. Sarkozy qui était président de la République, il a supprimé des postes de police. Moi, le commissariat des Lilas, je suis député de Bagnolet, déjà dans ma ville, qui est un des hauts lieux, si vous connaissez ça, on appelle ça un four où il y a de la drogue qui est vendue, il n'y a même pas un commissariat de plein exercice. Il y avait une antenne de police qui a été détruite, elle n'est toujours pas reconstruite. Donc il faut aller au commissariat des Lilas, c'est pas simple pour les gens. Et là-bas, les policiers que je connais très bien, ils travaillent dans des préfats, les voitures fonctionnent pas bien, et ils font ce qu'ils peuvent avec des moyens qui leur sont réduits. Donc c'est un service public qui a été dégradé, et quand on donne moins de moyens au service public, moins pour l'hôpital, moins pour les profs, moins pour les policiers, ils travaillent dans des conditions difficiles. Donc ça, c'est facile de dire, vu de loin, ouais, il y aurait les laxistes, la
province. Non, c'est des politiques qui ont été menées et qui ont été théorisées et qui est aussi l'objet du débat budgétaire qu'on va avoir. Si vous le vous répondez. Et bon, non, c'est un coût, ça a des conséquences. Je suis très à l'aise avec vous. Moi, j'ai pas de carte politique. Non, pardon. Non, mais c'est vrai. Non, mais je vous connais, ne vous inquiétez pas. J'ai pas de carte politique. Non, mais c'est pour ceux qui nous regardent. J'ai pas de carte politique et je ne suis pas dans une posture politique. J'ai écrit ce livre parce que les questions de sécurité intérieure et de justice sont des questions que je connais très bien, pour y travailler. Et elles sont oubliées, vous pensez? Moi, ce que je veux dire, mais non, mais attendez, je vais quand même essayer de dire quelque chose sur la police. Sur la police, aujourd'hui, prenons le cas, puisque ça a été dit dans votre petit reportage, allons au cœur du sujet, sur une chose qui est dénoncée régulièrement par un certain nombre de gens de la France insoumise, qui seraient les violences policières. Moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas de temps en temps un excès dans l'usage de la force. Je dis qu'il faut faire très attention aux mots. Et qu'aujourd'hui, il n'y a pas de violence policière, puisque la police a le monopole de l'usage de la force. Ce qu'il peut y avoir de temps en temps, ce sont des violences policières illégitimes. Mais, et ça c'est un point essentiel, en pratique aujourd'hui, sur le terrain, et c'est une des raisons de l'effondrement de l'autorité, la police et la gendarmerie se censurent. C'est-à-dire que quand vous prenez l'ensemble des actions de police de vive force qui sont rendues nécessaires par la délinquance qui se déroule, les policiers et les gendarmes se censurent. Ils sont en dessous du niveau de force qu'ils seraient en droit d'utiliser. Déjà, vous êtes meilleur spécialiste que moi, mais police et gendarmerie, je ne mettrais pas exactement sur le même plan. L'usage des techniques de gendarmerie ne sont pas exactement les mêmes que celles de la police nationale. Nous avons un sujet, on peut jouer sur les mots, mais allons au fond, qui est, je crois, ces 14 personnes qui ont perdu la vie à l'occasion d'un contrôle de police ces derniers temps, alors que si on le compare à un pays comparable, par exemple l'Allemagne, c'est une seule personne. Pour quelle raison? En France, il y a un usage de la part de la police lorsqu'ils ont peur, lorsque leur vie est mise en danger. Lorsque leur vie est mise en danger. D'accord, oui, mais 12 sur 14, mais je ne crois pas que dans les autres pays, il y ait, comment dirais-je, personne qui force jamais un barrage, etc. Donc on a quelque chose qui doit nous interroger sur le fait qu'il y a un usage des armes à feu, il y a une doctrine de police, et comme souvent quand on regarde en plus le cas, vous allez trouver que mais les personnes qui perdent la vie sont généralement sociologiquement, dans l'âge, dans l'origine, quelque chose d'assez ciblé. Souvent des jeunes, issus de l'immigration, issus des quartiers populaires. C'est le profil, c'est le miroir de la délinquance. Ça peut se discuter, tout ça. Et on peut discuter du fait que peut-être en raison de la formation aussi, les policiers utilisent les armes à feu quand il y a un certain type de délinquance. Moi, je vais vous donner une explication, vous savez, bien souvent. Un mot, et puis... Je vois les policiers, et en plus je les aime bien, quelque part, je discute avec eux. C'est que c'est souvent des gens de province qui arrivent en région Île-de-France, qui connaissent pas bien, qui ont un rapport un peu extérieur vis-à-vis de la population, qui ont un regard sur cette jeunesse, notamment issue des quartiers populaires, qu'ils vivent de manière hostile. Et à l'inverse, il y a aussi une culture, parfois dans cette jeunesse, d'hostilité vis-à-vis de la police. Donc on doit travailler à ce que tous les gens se reparlent. Et non pas d'aller vers un tout sécuritaire qui consiste à dire on va rentrer dans le tas, on va taper dur, et quand il y a une jeune fille qui prend une balle dans la tête... Non mais Thibault de Montbrial a d'autres propositions. J'ai pas dit ça. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut rétablir, d'une manière générale, l'autorité et l'ordre dans ce pays pour faire repartir le cercle républicain de manière vertueuse. Alors comment on fait? Pourquoi? Aujourd'hui, vous avez été prof d'histoire géo. Ouais. Moi, je salue les profs et je salue votre engagement comme prof. Aujourd'hui, les profs ont peur, les gens dans les hôpitaux ont peur, les gens ont peur, les élus, n'en parlons pas, parce qu'il y a des agressions partout. Pourquoi? Parce que la délinquance, quelle qu'elle soit, pense, à tort ou à raison, mais pense que l'État est en train de faillir. Il faut faire repartir le cercle républicain dans l'autre sens. Ça, c'est la base. Il ne risque rien, c'est ce que vous voulez dire. En clair, il ne risque rien. C'est ce qu'il pense. À tort ou à raison. Dans les détails, on peut discuter de ça. Mais il faut faire. Il faut aujourd'hui que la peur change de camp. Et une fois qu'on aura rétabli l'ordre républicain, on pourra reconstruire des raisons de vivre ensemble. Par l'éducation. Je laisse Alexis Corbière répondre et après. Et la jeunesse. Et vous parlez tout à l'heure des jeunes des quartiers. Moi, je leur tends la main dans ce livre. Et je dis à ceux qui sont pris en étau entre les islamistes et les narcotrafiquants de jouer le rôle de la République, de devenir eux-mêmes profs, de devenir militaires, policiers, etc. Et de s'engager pour la France. Alexis, mais pour ça, il faut leur donner envie. Non, mais déjà, pour leur donner envie. Revenir sur un concept que vous développez. Il y a beaucoup de sujets dans le sujet. Oui, mais le problème, c'est qu'on a 10 minutes. Je suis d'accord. Mais moi, maintenant. Moi, mon truc, c'est qu'il faut commencer par rétablir l'ordre. Sinon, on va à la catastrophe. Bon, déjà, rétablir l'ordre républicain. En France, règne l'ordre républicain, y compris en Seine-Saint-Denis. Ne racontons pas d'histoire. C'est pas vrai qu'on est agressé tous les 4 matins. Ce n'est pas exact. N'ayons pas cette vision. D'accord? Il y a des choses inacceptables. Une agression toutes les 3 minutes en France. Oui, mais ce qu'on appelle agression, là encore, y compris, il y a moins de crimes qui ont lieu aujourd'hui que ce que... Et ça, c'est pas vrai, par exemple. Ça, c'est pas vrai. D'accord. Depuis 15 ans, le nombre de crimes et de tentatives d'homicide et d'homicide a doublé. Voilà. Et un homicide, c'est une tentative qui a réussi.
Vous savez que le SAMU sauve plus je ne pensais pas qu'on débattrait, je vérifierai, mais moi, ce que j'avais observé, c'est qu'il est vrai qu'il y a des personnes de plus en plus jeunes qui utilisent par exemple des armes, et moi j'observe, ça est arrivé 3 fois dans ma circonscription depuis 2017, des jeunes gens qui ont perdu la vie dans des rixes où on met des coups de couteau, ça c'est un sujet. Par contre, de manière plus générale, mais là encore, on ne découvre pas, hein, les Apaches à Paris, il y a toujours eu de la violence, des coups de surin, etc., etc. Bon, mais il y a un sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que la question de la sécurité doit être pensée dans son ensemble. Ce que je vous reproche, pour faire simple et avoir un sujet de discorde, c'est que vous abordez souvent la manière de manière trop sécuritaire, en oubliant que toute une série de choses qui existaient dans les quartiers, l'éducation, culture, association, ont été réduites à peu de choses. Et bien souvent, après, on n'a qu'un rapport sécuritaire. Et même la police, quand on discute avec eux, les flics, pour parler simplement, nous disent, nous, on ne peut pas régler tous les problèmes. Un mot. Mais non, mais je ne pensais pas qu'on va se trouver d'accord. Moi, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il faut que la police puisse à nouveau, sereinement, c'est tout le mot, c'est sereinement, piétonner dans les quartiers et que ce qu'on peut appeler la police de sécurité du quotidien ou trouver un autre mot, mais que ça, c'est quelque chose qu'il faut rétablir. Mais pour ça, il faut d'abord qu'il y ait un minimum de nettoyage qui soit fait. Il faut qu'aujourd'hui les quartiers, ça veut dire qu'il faut que les quartiers ne soient plus laissés aux mains des délinquants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les populations les plus défavorisées sont celles qui vous répondez. Il y a un jeune qui a pris en bas de chez moi, enfin pas en bas de chez moi, dans la capsulerie, qui s'est fait assassiner il n'y a pas longtemps. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ok. Eh ben, alors je vais vous dire, moi quand je discute avec les policiers, c'est que c'est des trafics. En faisant la réponse. Pardon, non mais moi ce qu'ils me disent, vous confirmerez si c'est une sottise, c'est que c'est des trafics internationaux. C'est un énorme business. C'est que, on va dire le nom, il y a certains pays comme le Maroc, par exemple, pour lequel nous entretenons des relations tout à fait cordiales, où on sait très bien qu'il y a beaucoup de drogue qui vient de ce pays-là. Est-ce que vraiment, c'est pas les flics de quartier qui vont régler ce problème-là? Est-ce qu'on entretient une situation dans les quartiers où on continue à dire que c'est la violence, mais on ne touche pas vraiment? Conclusion. J'ai un scoop pour vous. Vous êtes d'accord? Vous allez adorer mon livre. Vous allez adorer mon livre, parce que j'aborde de façon beaucoup plus complexe que ce que vous caricaturez tout un tas de problèmes dont je pense que, encore une fois, ils doivent être résolus en se retroussant les manches. Bien sûr que le trafic international de stupéfiants, c'est le problème principal. Mais n'empêche qu'en bout de chaîne, les premiers qui trinquent, ce sont les plus défavorisés. Et je vais vous dire, la sécurité, en réalité, c'est une politique sociale. C'est une politique sociale, la sécurité? Non, mais bien sûr. Enfin, c'est un tout ça doit être vécu comme tel, un tout. Et pour trouver un sujet de désaccord, un tout qu'on a le droit aussi, pour l'améliorer, de le critiquer, sans être traité immédiatement d'antiflic. Je le critique. On est passé vite sur le sujet quand, par exemple, je pense à une jeune fille qui s'appelait Inès, parce que c'est aussi le prénom d'un de mes enfants qui a le même âge, qui prend une balle dans la tête parce qu'un samedi soir, la personne alcoolisée qui avait pris le volant, le mec qui l'avait pris, il force un barrage de police, que les flics tirent et que la jeune fille prend une balle dans la tête, ça n'est pas tolérable. Eh bien, merci. Du point de vue de l'idée que je me fais de la police, ça, on doit pouvoir en discuter. Merci Thibault de Montbrial. Je lirai votre livre. C'est heureusement très rare. Je vais lui offrir mon exemplaire, vous voulez bien. Merci Thibault de Montbrial d'être venu sur le plateau pour échanger pendant quelques minutes avec Alexis Corbière. Vous savez que c'est une belle journée, demain un bel anniversaire. Ce sera le 80e anniversaire des premières femmes élues députées à l'Assemblée nationale. Il y aura une plaque qui va être dévoilée. J'imagine que ça vous touche, vous, en tant qu'historien. Et ce soir, sur LCP, soirée spéciale avec un documentaire de Céline Crespi, Femmes à l'Assemblée, à découvrir dans des bateaux avec Jean-Pierre Garcia. Vraiment 2 secondes. Je pense à Jacqueline Chonavel, elle a 101 ans. C'était l'ancienne maire de Bagnolet, première femme d'une commune de plus de 35 000 habitants, vice-présidente aussi de l'Assemblée nationale. Peut-être qu'elle me regarde, Madame Chonavel, toujours là dans un EHPAD de Bagnolet et qui a ouvert la voie de toutes ces femmes. Une militante communiste. Merci Alexis Corbière d'avoir été avec nous dans l'Invité politique sur LCP. Bonne soirée à tous sur la chaîne parlementaire et à lundi.